Bonjour tout le monde. Je vais enchaîner un peu à partir de ce que mes collègues Selma et Mirella ont présenté. J'aimerais juste commencer par une petite citation d'un livre de Catherine Malabou, Métamorphose de l'intelligence, dont le premier chapitre s'appelle Ce qui est bien connu est mal pensé. Elle affirme, si tout le monde connaît la réalité du développement de l'intelligence artificielle, celle-ci repose néanmoins sur un impensé, l'intelligence elle-même. La philosophie n'est peut-être pas en mesure de faire la lumière par ses propres forces sur cet impensé, mais elle a incontestablement un rôle majeur à jouer dans la mise en perspective historique et théorique du concept d'intelligence. Une telle mise en perspective permet en effet de comprendre comment et pourquoi ce qui est d'abord apparu comme le témoin même de la vie, l'intelligence comme opération de résolution de problèmes, a pu devenir une réalité artificielle. Et aussi, une autre affirmation qui vient plus tard, le danger ne vient pas des machines, mais des hommes. Donc, je vais le laisser de côté, Catherine, et toutes ses réflexions sur les métamorphoses de l'intelligence, juste pour souligner un point très important, je pense. C'est possible, à partir de ce que vous nous avez montré, que on est en face à un défi tellement puissant, justement, l'artificialisation de l'intelligence, sans qu'on sache exactement ce que le secret de cette intelligence. On se définit mieux en tant qu'être humain, on puisse prendre position par rapport à ce qui est créatif, à ce qui relève de ce que hier a été nommé le GPS intérieur. Et donc, qu'un langage puissant à la mesure de de ces changements planétaires puisse se renouveler, prendre forme. Euh, Parce que bah, je vous connaissais moins, j'imagine, les réflexions des chercheurs et des philosophes roumains, j'ai choisi pour commencer un livre qui m'a beaucoup impressionné. Donc, c'est un collègue à moi de l'université de Cluj-Napoca, de Babeș-Bolyai à Cluj-Napoca, qui s'appelle Mihnea Maruța et qui a écrit sur l'identité virtuelle en faisant des références aux philosophes, aux phénoménologues, mais aussi aux littéraires, donc des écrivains, et aussi aux cinéastes. Et donc, je vais partir de là. Au-delà des analyses relatives au changement de paradigme implicite dans la création de nouvelles identités virtuelles, le livre de Michna, Identité virtuelle, publié dans une version multimédia, soulève au moins deux questions fondamentales concernant le statut de la représentation dans le monde occidental et sa transformation au cours des 2 dernières décennies. D'une part, la première question situe ce basculement dans la virtualisation de l'image de soi, par laquelle le paradigme occidental de la représentation, défini par Platon dans le régime du simulacre, qui renvoie à la réalité en soi, se transmue en un simulacre qui s'auto-érotise et s'auto-séduit, échappant même à la nécessité de la présence charnelle. Donc, je vais faire un petit synopsis de ce que cette représentation de soi représente signifie dans l'histoire de l'image occidentale, justement pour mettre en valeur d'un côté la continuité et de l'autre côté, la disparité, la rupture entre le paradigme de cette intelligence qui se propose à nous. Donc, par lequel le paradigme occidental de la représentation se transmue en un simulacre qui échappe même à la nécessité de la présence charnelle. D'autre part, elle replace le problème du soi, débattu depuis les stoïciens, à savoir la construction de la liberté intérieure comme introjection d'un monde fait de chaos. En lien avec ces questions fondamentales, le problème de la liberté demeure essentiel, puisque la tentation d'y renoncer en échange d'un monde élargi, infini, mais parfaitement manipulable et contrôlable, constitue la principale tentation de notre époque. C'est ainsi que le livre conclut. Je cite, ce sera le grand dilemme du monde de l'avenir. Dois-je embrasser l'expérience fascinante où la frontière entre le réel et le virtuel disparaît, c'est-à-dire accéder à une réalité dans laquelle je vois, j'apprends et je vis plus que je ne verrai
n'apprendrai et ne vivrai naturellement? Ou dois-je me contenter de cette réalité, rester avec mon seul corps, non augmenté, non technologique, mais encore soumis au pouvoir de ma volonté? Fin de citation. Le dilemme, selon l'auteur, ne semble laisser aucun terrain d'entente. Il se joue entre le contrôle de son propre esprit et l'appartenance à un réseau dans lequel un moi fantomatique, un simulacre de soi, est créé. Un simulacre qui promet quelque chose que l'être humain recherche depuis son apparition sur Terre. Sinon, on ne serait pas séduit par cela. Et qui désormais semble tangible. Au-delà de la fascination que génère le moi virtuel, il doit y en avoir quelque chose de plus archaïque, un transfert de substance vitale qui est capable de séduire l'humanité en entier. Pour le prouver, l'auteur met à l'épreuve l'arsenal de la philosophie, mais aussi des intuitions des écrivains ou cinéastes qui viennent appuyer ces réflexions philosophiques. La fascination de ce monde virtuel découle donc du désir de l'être humain de s'immortaliser, de persister au-delà de l'inconsistance de la vie terrestre. Quel lien cela a-t-il avec le fait que des gens postent obsessionnellement des photos de chiens, de chats, de voyages sur des îles exotiques ou de bonheur illusoire? Journalistes, célébrités, gens ordinaires, ONG, amoureux des animaux, tous produisent des images, de même qui peu à peu se détachent de leur réalité concrète. Dans ce contexte, la question que nous allons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de la manière dont les êtres humains reflétaient le monde depuis des temps immémoriaux? Dans le passage d'ouverture du livre, l'auteur annonce: pour la première fois dans son histoire, l'homme a la possibilité d'enregistrer publiquement et en continu son passage dans ce monde. Les réseaux sociaux sont à sa disposition comme un journal intime, comme une scène et comme une pierre tombale virtuelle. Fin de citation. Ce privilège, autrefois réservé exceptionnellement aux conteurs, devient désormais la possibilité de tout être vivant qui peut perpétuer son histoire, ses préférences, son image de soi augmentée, jusque dans les moindres détails. Cela peut sembler extraordinaire, car l'oubli est la plus grande peur de l'être humain. Mais le prix à payer est la spectralité, l'intensification du néant quotidien. Le projet de ce monde mystérieux, créé par les réseaux sociaux et aussi par ce projet de l'intelligence artificielle, n'est pas nouveau. Il a été anticipé dès 1940 par le romancier argentin Adolfo Bioy Casares dans L'invention de Morel, qui met en scène la réalité virtuelle 50 ans avant sa mondialisation, à savoir le fait qu'un certain dispositif est capable de capturer tous les détails de la vie d'une personne et d'émettre des hologrammes tridimensionnels qui reconstituent ce qu'elle a vécu avec toutes ses pensées et ses affects. La vie sera donc un dépôt de la mort, conclut l'auteur que j'ai cité au début, induisant l'illusion de créer sa propre présence dans l'esprit des autres, même si ceux-ci n'ont jamais réellement connu la personne en question. Le problème crucial de cette transition fantomatique entre le réel et le virtuel est qu'elle provoque un vertige ontologique à travers une extension spectrale du moi, où le passage se fait par le stockage de la mémoire, la momification, l'immortalisation, le passage dans un monde alternatif ou dans l'au-delà. Cela se produira bien sûr un jour, certainement un jour, mais dans le cas du moi virtuel, cela survient de manière anticipée. L'auteur établit un parallèle avec le mythe de Théoute dans le Phèdre de Platon, où l'équivalent égyptien d'Hermès présente au Père des dieux les avantages de l'écriture, mais l'avertissement se fait entendre immédiatement. Au moment où la mémoire sera stockée par l'écriture, l'autre mémoire, la mémoire vivante, organique, perdra ses fonctions et ses réflexes. Le processus pourra être comparé à la manière dont nous vivons l'infusion de cette illusion du moi augmenté, qui induit en fait une momification vivante, une extension spectrale. Ce spectre que Platon ou les stoïciens redoutaient le plus. À cet égard, je mentionnerai brièvement la polémique platonicienne autour de la distinction faite entre l'image comprise comme eikon et l'image comme fantasma. Cette dernière n'imite pas un modèle, mais se manifeste comme un art propre. On peut jouer l'avocat du diable et se ranger du côté de Nietzsche en tant que diagnosticien du monde contemporain qui met l'accent sur le domaine du simulacre.
De plus, on prend également en compte le cheminement de l'auteur aux côtés des théories de phénoménologues importants comme Heidegger, Husserl et Merleau-Ponty, qui prouvent que ces créations de l'illusion peuvent acquérir la consistance du monde, de la conscience et de la corporéité. Le problème persiste cependant sur un plan éthique, mais aussi esthétique, et il est remarqué par les stoïciens qui s'efforçaient ardemment d'acquérir ce qu'ils appelaient une éthopoétique, l'art de devenir meilleur, l'opération de renouvellement par la révélation de la vérité. Donc, un processus qui va un peu à l'encontre de ce que nous faisons aujourd'hui. Comparé à cela, dans le monde d'aujourd'hui, l'éthopoétique est absente, car l'augmentation de l'ego devient addictive. Notre mémoire externe, ce que nous projetons dans les réseaux et dans le monde, dans la création de l'intelligence artificielle, est destinée aux autres dans le but de gagner en visibilité, mais aussi de simuler en permanence l'exceptionnel. Je cite, si les stoïciens publiquement s'efforçaient de dissimuler leurs qualités, nous nous efforçons de simuler ces qualités. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les langages naturels? Comment est-ce qu'on peut récupérer ce décalage? Et ici, je vais me concentrer sur quelque chose qui peut paraître, donc qui est un peu inattendu, justement parce que je vais faire référence aux éléments de jurologie, donc dans ce qui est interdit dans le langage, et voir un peu comment, par rapport à cela, donc des éléments de créativité peuvent se déployer. Et j'appelle cela la création d'un langage perforant. Si l'information est ainsi le nouveau carburant, quel type de langage pourrait encore préserver sa créativité? À cet égard, je ferai référence à un texte publié en 1980 par Nancy Houston, avec une deuxième édition en 2002, qui s'appelle Dire et interdire, éléments de jurologie, qui interroge la nature énigmatique des jurons. Ailleurs, dans The Tale Tellers, A Short History of Humankind, Houston affirmait paradoxalement que les métaphores et les jurons renvoient à la faculté symbolique innée à l'espèce humaine. Dans ce qui suit, donc c'est dans la deuxième partie de ma présentation, où je fais justement le parallèle ou la mise en miroir entre les langages naturels et justement cette artificialité des langages, j'aimerais aborder les structures du langage qui déplacent le soi et nous amènent à reconsidérer le rôle de la symbolisation dans l'habitation du monde. Bien sûr, l'intelligence artificielle pourrait facilement remplacer le multilinguisme, les multiples couches de traduction entre les langues grâce à un outil puissant, un ChatGPT capable de transmuter la puissance spéculative en un moteur transcriptionnel. Mais la métaphorisation, ainsi que le processus transgressif relayé par l'interdiction, reposent sur un niveau différent de décryptage du monde. Les langues, les langages naturels, dynamisent ce processus de créativité. Si les mots transgressifs sont différents, c'est parce qu'ils déstabilisent le réel de manière performative et stimulent la créativité. Les mots tabous et les jurons sont faits de peurs. Des peurs anciennes qui persistent et éclairent la connexion des humains au sacré, au pouvoir, à l'état d'exception. Ils témoignent d'une marginalité paradoxalement universelle. Les mots interdits ne nous placent pas en dehors du langage. Leur pouvoir provient plutôt d'un désir transgressif au sein même du langage, opérant contre le langage lui-même, un retournement du langage sur lui-même, sur soi-même. Je cite, car l'emploi des mots interdits ne traduit pas le désir d'être en dehors d'une langue donnée, qui pour des raisons historiques et politiques serait ressentie comme oppressive, mais un désir de transgression au sein de la langue et qui s'effectue contre la langue elle-même. Fin de citation. J'invoque le pouvoir des jurons et des mots interdits, des mots transgressifs, parce que la métaphore est très présente dans les articles en général académiques relatifs à l'étude du langage et de la littérature. Donc, j'ai choisi un autre champ de recherche. Mais cette fracture, appelée par Houston la catastrophe naturelle du langage, rendue possible par l'interdiction, pourrait ouvrir de nouvelles voies pour aborder la créativité. Je cite, les mots tabous sont la catastrophe naturelle du langage. Ils se répandent telle une lave dans les fissures du discours. Depuis que les hommes parlent, semble-t-il, ils ont stipulé que tout n'était pas bon à dire. Fin de citation. Les mots tabous ont une fonction sociale précise. Ils déstabilisent les idéologies construites et décentrent le langage à l'intérieur même du langage. Houston affirme une chose radicale.
à savoir que sans transgression, aucun rapport, aucune raison, aucune construction d'ordre n'existerait. Euh, Ainsi, je cite, les mots interdits ne sont nullement un épiphénomène, un accident sur la voie royale de l'acquisition du langage. Ils sont au contraire indispensables. Tandis que le reste du vocabulaire se désinvestit progressivement de son caractère moteur et hallucinatoire, les mots tabous demeurent comme figés à un niveau primitif de symbolisation. En maintenant l'illusion de la concrétude, ils permettent l'abstraction progressive du reste de la langue et son utilisation dans des buts plus élevés. En d'autres termes, sans cacophonie, pas de phonie du tout. S'il n'y avait pas eu des bordels de Dieu, il n'y aurait jamais eu de critique de la raison pure. Les mots tabous déchirent le voile de l'euphémie. Ce sont des mots rongeurs de langue. Fin de citation. C'est une manière audacieuse d'aborder le langage, à travers ses failles, à travers des éléments qui défient l'illusion de la traductibilité, en déchirant le voile de l'euphémie, une rupture qui renforce la créativité. Et j'insiste là-dessus, par ces failles-là, c'est en fait que ces failles-là renvoient à une créativité accrue. À cet égard, j'aimerais attirer l'attention sur deux autres expériences linguistiques appartenant à des écrivains qui se déstabilisent les catégories du langage et prouvent une fois de plus que, juste pour paraphraser, pour écrire la critique de la raison pure, il faut passer par des lignes de faille déviationnelles. L'une est Frankfurter Vorlesungen de Ingeborg Bachmann, une série de conférences presque intraduisibles et pourtant tellement fameuses parce qu'à travers des mots comme les Allemands umgehen, Umgang, verbindlich, Verbindlichkeit, Wort, Dichter, Dichtung, littérature, l'auteur s'approprie des occurrences connotatives et dénotatives, perforant la langue et posant des questions essentielles telles que pourquoi écrire, dans quel but, est-il possible d'envisager la fin de la littérature et du récit en général. Créer le langage, travailler avec les mots, c'est sans cesse faire recours à l'ordre et à la raison, d'un côté bien sûr, mais aussi et surtout tourner autour de l'incohérence et de la contradiction, installer et déstabiliser le monde, halluciner le réel, ruminer le sol et ériger le futur. Écrivant sur son propre processus de création, Elena Ferrante, une écrivaine italienne, explique comment son écriture évolue d'un genre de charpente du monde à une construction désintégrante, convulsive, fondée sur le chaos et l'incohérence qui va au-delà de l'écriture bien calibrée. Ainsi, pour reconnaître le pouvoir créatif inhérent au chaos monde, nous devrions comprendre le retournement opéré par la désagrégation et la récréation comme étant inné aux événements. Ferrante écrit: je commence toujours par une écriture intégrante, nourrie de cohérence, qui érige un monde en plaçant tous ces échafaudages au bon endroit. C'est une cage solide, je la construis avec les effets de réalité nécessaires, avec des cryptocitations tirées de mythographies anciennes et modernes, avec mon bagage de lecture. Puis survient, du moins j'espère qu'elle surviendra, j'y compte, l'écriture convulsive, désagrégeante, génératrice d'oxymores, laide belle, belle laide, qui brandit incohérence et contradiction. Cette incohérence mentionnée par l'écrivaine, le langage performatif déviant et perforant, fait partie du devenir continu de l'événement. La réalité virtuelle solidifie l'événement, dans lequel la métamorphose et la création acquièrent une fonction non révisable. L'inattendu est nivelé sous une forme dans laquelle, dans sa prétendue inaltérabilité, il défie les forces de la destruction. Ce qui est frappant, c'est que l'adaptation créative, similaire à l'instant artistique, vient de la capacité d'éluder la mort. Donc, je fais référence à cela parce que c'est de là, d'une certaine façon, c'est au moins ce que l'écrivain mentionnait au début, essaye de nous convaincre qu'en fait, cette séduction vient d'un désir archaïque, justement, cette idée de cette capacité humaine de surmonter, de se créer une certaine immortalité.
Donc, mais qui est mentionné également dans un livre que je ne vais pas pouvoir traiter en détail, mais qui parle du même langage perforant. C'est en fait de là que j'ai emprunté cette idée, faite à la mesure des changements planétaires par lesquels on passe aujourd'hui, un langage perforant et qui, justement, qui appartient à un sujet vivant, qui est celui qui a su tromper la mort en changeant d'identité lorsqu'il le fallait. Il est disposé à d'incessantes mutations et capable de changer d'état ou de condition, surtout au moment fatidique. Ça, peut-être qu'on reviendra dans la discussion à la fin parce que c'est très important que ces moments fatidiques, ces menaces, c'est face à face entre deux formes d'intelligence qui sont en égale mesure, en continuité, en rupture, pourraient effectivement nous pousser à inventer, à arriver à de nouvelles formes de créativité. Cette force transformationnelle implique négociation, hasard, approximation et défie l'idée d'un faciès qu'on ne pourrait réviser. La réalité en elle-même implique une transformation continuelle à travers les incohérences et les contradictions. Le microcosme créé par le langage signifie également des pratiques de soins, de vérité et de justice. C'est sur cela que le livre d'Achille Mbembe conclut, motivé par une régénération génétique. Pour éluder la menace de fixation et de dissociation dans un soi illusoire, le langage créatif, capable de déloger l'illusion du soi virtuel, est ancré dans le paradoxe du corps, de la chair, de la peau et des nerfs. Et vous avez la citation à la fin. À l'ère de la Terre, nous aurons besoin d'une langue qui constamment fort, perfore et creuse comme une vrille, sache se faire projectile, une sorte de plein absolu, de volonté qui sans cesse taraude le réel. Sa fonction ne sera pas seulement de faire sauter les verrous, mais aussi de sauver la vie du désastre qui guette. Fin de citation. Même si nous doutons de la possibilité que le langage puisse déloger le corps de la communauté planétaire, et contre la puissante fiction que l'image construit aujourd'hui, je pense, et c'est sur cela que je vais conclure ma présentation, sur les traces d'Achille Bébé et de tout ce que je viens de présenter, que ce langage perforant devrait aussi être capable d'exprimer l'échelle des probabilités infinies sur lesquelles se joue aujourd'hui l'information et sa transformation, sa métamorphose. À cet égard, l'impulsion créative du Nexus, mentionnée par exemple par Noah Yuval Harari dans Nexus, A History of Information since the Stone Age to AI, qui va de l'âge de pierre à nos jours, se place encore et encore dans le contexte de l'ancien problème platonicien de la représentation, à savoir la possibilité d'accéder pleinement au réel. De plus, la création réside dans notre capacité à découvrir de nouvelles possibilités du langage, de sorte qu'il s'ajuste à la communauté planétaire et à sa possibilité de s'exprimer aujourd'hui, placée non pas dans la séduction de l'escapisme virtuel, mais dans l'élément incalculable de la vérité, du soin et de la justice. C'est un langage qui devrait devenir capable d'éluder l'irréparable. Merci beaucoup de votre attention.